Bonsoir à tous et bienvenue dans Reportage. Ce soir, il sera question d'enseignement et d'apprentissage puisque nous allons découvrir des écoles, des plus classiques aux plus insolites, comme le voilier école de la Marine nationale ou encore l'école Auchan, destinée aux agriculteurs dans la région de Dela Ben Khedda, sans oublier l'école des beaux-arts à Mostaganem. Et on commence par une école exceptionnelle puisqu'elle est flottante. Il s'agit du voilier école El Mellah de la Marine nationale. C'est à bord de ce magnifique voilier, à la pointe de la technologie, que sont formés les futurs marins des forces navales algériennes. Halim Laïch est monté à bord et a pu découvrir ce voilier école. Ce majestueux navire à 3 mâts appartient aux forces navales algériennes. De l'avis de la majorité des observateurs, son allure racée et son esthétique de premier plan en font l'un des plus beaux bâtiments de sa catégorie. Ce voilier école a été acquis par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour la formation des cadres et des officiers. Son nom, El Mellah, signifie le navigateur. À bord, différents stages de formation sont dispensés et on y apprend les techniques de navigation anciennes et nouvelles. Ce voilier école est doté de toutes les commodités et moyens techniques et didactiques pour assurer une formation de qualité qui répond aux normes et standards internationaux pour tout ce qui a trait à la navigation maritime. Les grandes nations maritimes disposent de ce genre d'outils pour la formation de leurs équipages, que ce soit les marines militaires ou civiles. Donc ils disposent de ce genre d'outils qui s'apparaît très important pour la formation des marins. Donc l'Algérie, alhamdoulilah, vient de rejoindre le cercle très fermé de ces nations, donc pour former l'élite future des forces navales. L'élite des forces navales algériennes disposera donc d'un voilier école à la pointe de la technologie et aux caractéristiques impressionnantes. Il permet d'accueillir dans des conditions optimales 120 élèves officiers, en plus des membres d'équipage. De plus, il dispose de moyens techniques modernes et efficaces pour produire et gérer les besoins énergétiques. Nous venons d'achever un cours de formation générale concernant les caractéristiques techniques du voilier école El Mellah. Le voilier école El Mellah est un voilier à 3 mâts, de longueur de 110 mètres, déplacement 3200 tonnes, de tirant d'eau de 5,75 mètres. La hauteur des mâts est de 54 mètres. La surface des voiles, la voilure ou la surface des voiles est de 3200 mètres carrés. Nous avons 2 vitesses caractéristiques. Une vitesse sous voile de 17 nœuds à des conditions météorologiques 6 Beaufort et une vitesse sous propulsion mécanique de 12 nœuds dans des conditions météorologiques de 3 Beaufort. Nous avons un moteur de propulsion de type MTU d'une puissance nominale de 1320 kW. Nous avons aussi pour la production et la distribution d'une énergie électrique 2 diesel générateurs de 620 kW chacune. À bord du voilier école El Mellah, le travail est très physique et nécessite d'être en excellente forme pour manœuvrer les voiles et les cordages. Les élèves officiers devront aussi apprendre à se positionner et à tracer un cap avec boussole, carte et compas. Des compétences qui s'avèrent nécessaires pour une armée professionnelle efficace et aguerrie. Retour sur la terre ferme pour découvrir une autre école insolite, l'école Auchan. Un lieu d'enseignement et d'apprentissage destiné aux producteurs d'agrumes dans la région de Tizi Ouzou où des agronomes et des experts leur enseignent des techniques agricoles pour lutter contre les nuisibles sans recourir aux pesticides. Les détails et les explications dans ce reportage de Samia Bouharour. Implanté dans les champs, d'où son appellation, destiné aux agriculteurs pour leur apprendre les bonnes pratiques agricoles afin d'éviter le recours aux pesticides. Nouveau concept de vulgarisation qui a démarré en 2010 avec la FAO en collaboration avec l'Institut national de la protection des végétaux. C'est pour la mise en œuvre d'un nouveau programme qui est instauré sur la lutte intégrée.
C'est quoi la lutte intégrée? C'est la maîtrise des maladies et des ravageurs et minimiser l'utilisation des pesticides dans les cultures. Nous sommes au niveau de la ferme pilote de la commune de Drab El Khedda, première région productrice d'agrumes dans la wilaya de Tizi Ouzou, avec un verger s'étalant sur 630 hectares, dans 616 productifs. Cette région est connue pour sa richesse variétale, notamment la Washington et la Thompson. Ces fruits cueillis ici sont pratiquement bio grâce à ce concept créé en novembre 2017. L'agriculteur devient un expert dans son verger. Voilà. Il va maîtriser tout ce qui est maladie et ravageurs, quand est-ce qu'il faut lutter, et comment lutter. On a fait les travaux après la récolte. On a fait la taille, on a fait le cholage, les cuves. L'école Auchan a suscité l'intéressement et l'adhésion de 19 agrumiculteurs de cette localité, à l'exemple de Rami Belkacem, maître tailleur des agrumes, qui a plus de 50 ans d'expérience. J'ai beaucoup appris dans cette école. Les bons gestes de la taille des arbres, c'est une phase très importante pour l'épanouissement et la santé de l'arbre. Il faut l'aérer. Je veux apprendre toujours, notamment les nouveautés pour un bon rendement et des fruits bio. Avant de commencer la taille, il faut faire le tour de l'arbre pour mieux voir les branches qui gênent et les parties touchées par les ravageurs qu'il faut brûler par la suite. Il faut aérer l'arbre au maximum pour minimiser l'utilisation des pesticides. Pour le côté pratique, l'école Auchan fait appel à des ressources spécialistes pour une meilleure maîtrise. Il nous faut tout un itinéraire technique à suivre. Et parmi tout cet itinéraire, il y a de la fertilisation. Et une bonne conduite de fertilisation, ça nous donne un bon fruit à la fin et un bon rendement, un bon tonnage. La fertilisation, c'est le fait de nourrir la plante pour qu'elle puisse nous donner du fruit et de bons fruits. Former les agriculteurs devient une nécessité pour leur apprendre les bonnes méthodes et leur offrir des alternatives pour avoir des fruits de bonne qualité et sans résidus de pesticides. Direction Djelfa, où la faculté des arts et des lettres a mis en place un pôle d'excellence dédié à l'enseignement des langues étrangères. L'Institut accueille et forme des étudiants en langue française et anglaise. Plus de détails dans ce reportage de Yazid Aitmahiddin. La faculté des langues et des arts de l'université de Djelfa, un pôle d'excellence et un point de chute des étudiants en langue française, en anglais, en arts plastiques et dramatiques. Les étudiants qui ont eu leur master, ils ont pu s'inscrire dans les différentes universités en Algérie, l'université de Sidi Bel Abbas, de Tlemcen, d'Oran. C'est-à-dire ils ont pu s'inscrire au doctorat. Nous avons au moins 20 étudiants qui ont pu faire une inscription dans les différentes universités algériennes. Pour l'orientation, nous devons choisir les meilleurs profils parmi les étudiants, conscients et capables de développer leurs capacités humaines. Notre doléance est d'équiper l'Institut de moyens audiovisuels. Notre institut est une destination des étudiants qui viennent des 4 coins du pays. Sur les bancs de l'amphi de l'Institut de français, les 200 étudiants gravent les échelons, dont les meilleurs entament la 7e promotion de master. J'ai choisi de faire le mémoire basé sur le Rocher de Sel, donc qui se trouve être un monument historique qui est étudié par tous les archéologues au monde. Et effectivement, un de mes aïeux a fait des recherches sur ce monument. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire la transcription phonétique en essayant de mettre en exergue tout ce qui est prononciation et bonne prononciation dans ce module. Concernant les étudiants, on voit un intérêt particulier pour le module, vu qu'on essaye de le faire de façon ludique. Les 735 étudiants de langue anglaise intensifient leur apprentissage de la langue de Shakespeare.
Des moyens didactiques et un laboratoire fraîchement inauguré seront d'un grand apport pour la réussite de leur cursus. Nous avons un manque flagrant d'enseignants en anglais. Nous faisons appel à des instituteurs du collège et du lycée pour assurer les cours. Le manque est si significatif, notamment au master. Nos étudiants diplômés ont un très bon niveau en anglais. Ils parlent anglais d'une manière excellente. Je peux dire que notre université est parmi les meilleures universités en Algérie. Djelfa, une ville qui a inspiré les écrivains Ben Chlif Mohamed, Max Aub, Hamid Nasser Khouja et Mohamed Khaireddin, opère toujours son charme auprès des nouvelles générations. La ville de Mostaganem a depuis 3 ans une nouvelle école régionale des beaux-arts. L'établissement, qui porte le nom de l'artiste plasticien Mohamed Ben Khedda, natif de Mostaganem, a une capacité d'accueil de 300 étudiants répartis sur les 17 ateliers que compte l'école. Les étudiants ont le choix entre une formation en dessin, sculpture, design et même histoire de l'art. Visite guidée de cette école avec Halim Yaïch. L'école régionale des beaux-arts Mohamed Khedda de Mostaganem s'étend sur une superficie de 14 000 mètres carrés. Elle dispose de toutes les commodités nécessaires à l'épanouissement des étudiants durant leur cursus qui dure 4 années, dont 2 en tronc commun et 2 de spécialité. Parmi les matières enseignées, on peut citer le dessin, la peinture, la céramique, mosaïque, mais aussi la sculpture, la calligraphie et le design. Les étudiants viennent de différents horizons. Les étudiants ils viennent à peu près d'une trentaine de wilayas. Ils viennent de l'extrême sud de l'Algérie, de Tamarasat, Ilizi, Adrar, Bachar, enfin, le Tébessa, Annaba, Constantine, Batna, Stif. L'école des beaux-arts de Mostaganem, Mohamed Khedda, elle organise chaque année des rencontres pédagogiques. Par exemple, rencontre pédagogique sur le thème du dessin, la céramique, la mosaïque, la gravure, la peinture, le design. Et on y participe à des différentes manifestations. On a beaucoup de projets. On a un corps enseignant qui est solidaire, qui est très actif aussi. La majorité de nos enseignants sont des artistes qui sont actifs. Ils sont dans le domaine de l'art. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Il participe à des expositions individuelles et collectives. Parmi les matières enseignées, l'histoire de l'art figure en bonne position. C'est justement la diversité de l'art. On sait pertinemment comme quoi l'art il a toujours cohabité avec l'homme depuis son apparition, la préhistoire Taldarouk. Et c'est pour cela que l'histoire de l'art, elle essaie d'éclairer les productions artistiques par rapport à leur contexte politique, mythologique, historique, religieux, conventionnel et ainsi de suite. J'enseigne exactement la peinture, puisque je suis de formation beaucoup plus en spécialité peinture. Mais bon, quand on a acquis une expérience pendant les 8 années étudiantines, quand même, on est passé par presque un cursus général, et après tronc commun, de la spécialisation, ce qui fait que un peintre peut être polyvalent, qu'on peut toujours utiliser en dessin. Il peut dépanner dans les arts graphiques selon, bien sûr, les penchants qu'il a, parce qu'on a toujours quelque chose de caché que les autres ne connaissent pas. Et bon, là, c'est beaucoup plus le dessin, les arts graphiques et la peinture. Un enseignement qui devrait porter manifestement ses fruits en inspirant les étudiants. Je voulais faire de l'art parce que quand j'étais petite, j'avais ce talent. J'avais un talent et je ne voulais pas l'abandonner. J'aime la peinture, le fashion design. Dès le début, le premier truc que j'ai vu, c'est des œuvres d'art. J'ai vécu dans une atmosphère d'art. Donc ça m'a boosté. Malgré que j'étais moins les études, mais j'ai toujours rêvé de rentrer dans l'école des beaux-arts. C'était un rêve d'enfance. Depuis l'âge de 10 ans, j'avais envie de faire le design graphique. L'école régionale des beaux-arts de Mostaganem forme chaque année des étudiants qui souhaitent perfectionner leurs talents et enrichir leurs connaissances pour créer des œuvres uniques. On reste dans le monde de l'art pour parler de design industriel ou lorsque l'esthétique rencontre l'utile. Dans ce domaine, on retrouve les Scandinaves dont le style minimaliste et épuré a conquis le monde. Aujourd'hui, on retrouve leur touche aussi bien dans la conception de voitures, de meubles ou encore d'accessoires. Yazid Aitmahidine a assisté à une exposition dédiée au design finlandais et a pu rencontrer l'un des maîtres de ce courant. Reportage. La Finlande est la reine du design. Son prédicateur n'est autre que M. Jarno Pertonen, ancien directeur du musée du design. De passage à Alger pour promouvoir l'innovation et évoquer les performances en matière du design industriel. C'est une exposition sur les objets innovatifs, disons, le design innovatif. Et là, on présente plus que 50 objets. Peu à peu, l'industrie a appris à profiter du design. C'est un chandelier dessiné par Harri Koskinen, un des plus fameux jeunes designers. Et puis c'est assez festival. À la bibliothèque de l'école polytechnique, une exposition sur l'innovation en Finlande illustre les grands challenges de la Finlande. Un pays qui a réussi à lancer plus de 200 000 entreprises dédiées au design. Une rencontre organisée avec l'appui de l'ENAPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Tout d'abord, au nom de la direction de l'école et l'ensemble des membres de la communauté de l'ENP, l'École nationale polytechnique,
Nous tenons à remercier vivement le ministère de l'Industrie et des Mines, ainsi que l'ambassade de Finlande, qui ont voulu organiser cette exposition ici à l'École nationale polytechnique et offrir aux étudiants de l'école une conférence donnée par le professeur Peltonen sur l'innovation dans le design en Finlande. Donc nous sommes très contents d'accueillir cette exposition, cette conférence, et le tout dans le cadre du jumelage entre le ministère de l'Industrie et la Finlande, l'Espagne, la France, dans le cadre du système d'innovation industrielle. Ah ben moi je trouve que c'est une très belle idée. En fait, on a besoin de ce genre d'exposition au sein de notre école parce qu'en fait tout ce qu'on fait c'est d'étudier et tout. Donc de temps en temps ça fait bien de changer ses idées, et s'ouvrir l'esprit et tout sur les nouvelles technologies. Au pays des forêts et des lacs, une véritable Startup Nation est née, au grand bonheur des créateurs et des créatrices. Et on termine notre magazine avec une autre forme d'art, les gravures rupestres de la station de Oumtouaba de Tindouf. Ces gravures rupestres, que vous allez peut-être découvrir pour la première fois, retracent différentes périodes préhistoriques. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir ces gravures rupestres de la station de Oumtouaba. Des éclats de silex issus de l'industrie lithique. Les dalles de basalte situées à même la rive est de Oued Oumtouaba renferment de très nombreuses gravures où domine l'écriture libico-berbère. À côté de ces scènes symbolisant l'écriture libico-berbère, dominent celles liées aux périodes du cheval et du chameau. Il s'agit de deux périodes de la fin de la préhistoire. Elles marquent aussi celle du début de la protohistoire. C'est aussi la période où l'homme a opéré un changement qualitatif en matière de communication grâce à ses moyens de transport efficaces que sont le cheval et le chameau. Ici, les sujets sont miniaturisés. Chameaux et chevaux sont à peine visibles. Les artistes de ces œuvres pariétales sont loin d'atteindre un degré avancé de raffinement dans la réalisation de ces gravures. Des scènes représentant Autriche, éléphants et autres animaux sauvages sont réalisées sur ces dalles de basalte. Elles sont à peine lisibles.
2 gravures de bovidés et une girafe d'assez bonne facture existent au nord-est de cette station. Notre région abrite un important patrimoine qui reste à découvrir. Certaines stations rupestres ont fait l'objet de nombreuses dégradations. Certaines gravures et autres monuments funéraires sont détruits de nos jours. L'homme ancien a mieux préservé ce patrimoine. Nous souhaitons une meilleure préservation des sites archéologiques de Tindouf afin de pouvoir les transmettre intacts aux générations futures. Je suis établi depuis 1989 à Tindouf. Je suis de Tamanrasset. J'ai pu constater qu'on dispose de la même culture que les gens de la région de Tindouf. Il s'agit surtout des stations rupestres et des écritures libico-berbères qu'on partage en commun. Reportage, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.